Les Stroud, également connus sous le nom de Survivorman, m'a récemment emmené au cœur d'une région sauvage et isolée ici, en Ontario, au Canada. Cabane dans les bois, dans la maison, au bord du lac. C'est lié à des dizaines de rencontres avec le Bigfoot. Mais ce n'est pas juste un coin de forêt au hasard. C'est un endroit où lui-même a vécu des expériences qu'il ne peut pas complètement expliquer. Et j'ai dit, je pense que c'était un Bigfoot. Des expériences qui, à mon avis, pointent clairement vers le Sasquatch, comme vous allez le voir. Alors, rejoignez-moi alors que je pars à l'aventure sur le thème du Sasquatch avec l'homme survivant. Au cas où vous ne sauriez pas qui est les Stroud, il est, à mon avis, le plus grand expert mondial en survie en milieu sauvage. Pendant des années, il a animé l'homme survivant, où il se filmait survivant en pleine nature dans des situations difficiles. Il a essentiellement inventé le genre de la télévision de survie en milieu sauvage, filmée par soi-même. À mon avis, il le fait toujours mieux et plus authentiquement que quiconque, mais il n'a pas commencé comme spécialiste du Bigfoot. En fait, il s'est progressivement intéressé à ce sujet après une série d'événements étranges qui l'ont amené dans cette direction au fil des années, alors qu'il survivait dans la nature. C'est ce sentiment, n'est-ce pas? C'était exactement le même sentiment. Tu dois déterminer. Je ferais mieux de me taire, je viens d'entendre un cri. Honnêtement, je suis toujours très excité à l'idée de passer du temps avec ce gars dans la nature pour chercher le Bigfoot. Mais passons à autre chose. Quel beau lever de soleil. Je viens de quitter notre cabane dans les bois, pour environ 6 heures de route pour rejoindre la maison de nul autre que l'homme des survivants. Bon, les gars, après 6 heures de route, je suis arrivé chez les Stroud. Demain, nous partons pour la véritable expédition à Temagami, en Ontario, près de l'endroit où les a vus des arbres renversés et ce genre d'activité. Pas un souffle de vent, pas d'air, rien ne bouge. Et un grand arbre, boum, boum, tombe. Peut-être à 20 mètres de moi. Et à ce moment-là, je crois que je venais juste de finir tout le Surviving Bigfoot. Donc, la façon dont je l'ai abordé psychologiquement, c'est que je me suis juste dit « Oh, d'accord, ils sont là. » Mais je ne suis pas le seul ici. Il y a des chercheurs de Bigfoot, très talentueux et très compétents ici, dans différents domaines. L'un d'eux est mon ami Stacy Brown. Comment ça va, mon pote? Stacy tient la chaîne Bigfoot Underground et vous avez peut-être vu une interview que j'ai faite avec lui sur sa chaîne récemment. Si ce n'est pas le cas, allez la voir. Sa chaîne est excellente. Excellent chercheur sur Bigfoot. Je suis ravi qu'il soit là. C'est ta première fois au Canada, Stacy? Oui, mec. En fait, je le prononçais Tim Timagami parce que je n'avais aucune idée, tu vois. Mais je me suis renseigné sur l'histoire. Je suis sûr que tu connais Old Yellow Top et ses photos de 2009. Comment elle s'appelait déjà? La dame, Janice quelque chose. Les photos dont Stacy parle ont été prises par une femme nommée Jean Hibert, juste dans la région où nous prévoyions notre aventure à Temagami, en Ontario. L'histoire raconte qu'elle se tenait devant son chalet quand elle a vu cette énorme silhouette couverte de poils. Debout à environ 50 à 70 mètres, elle a estimé qu'il mesurait 3 mètres de haut et était très large. Normalement, je n'accorderais pas beaucoup de crédit à 2 photos prises isolément, mais le fait est que celles-ci ne le sont pas. Encore une fois, cette région regorge de personnes réputées, qui rapportent des rencontres avec le Sasquatch. Et les Stroud en fait partie. C'est pour cela qu'il a choisi cette région. Mais vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo uniquement pour connaître l'histoire des observations à cet endroit. Vous avez probablement cliqué pour entendre l'avis et les expériences de Les concernant le Sasquatch. Alors, laissez-moi aller droit au but et vous donner ça tout de suite. C'est essentiellement ma cabane. Je l'ai depuis, je pense, probablement 2000, peut-être 2000. Juste une petite cabane en bois de 1972 dans les bois. Je garde les choses simples. Je venais ici avec ma famille depuis des années, sans vraiment faire attention à quoi que ce soit. Je tournais un épisode de Survivant avec ce gars qui s'appelle Joseph McConnell. C'était un épisode avec un fan. Il a eu la chance de venir avec Survivant. Eh bien, ça s'est passé à environ 3 miles, peut-être 2 miles à vol d'oiseau d'ici, de là où nous sommes. Et nous sommes entrés, la première nuit. Un arbre est tombé, juste à côté de mon abri. Pas de vent, rien, juste boum, badaboum. La deuxième nuit, on a marché des kilomètres toute la journée. J'ai dormi comme un bébé. Joe arrive le matin. Tu as entendu tout ça? Il a eu 7 ou 9 arbres, je ne sais plus, qui tombaient dans la forêt. Il m'a raconté ça le matin suivant. C'est quoi ce délire? N'est-ce pas? Tout cela s'est passé. À ce moment, on marchait ici. Maintenant, on est à environ 1 mile de moi à vol d'oiseau.
Avançons d'une semaine, soit 7 jours. Je reviens ici en bateau à moteur. Je remonte le lac derrière toi et contourne ce coin. L'été, ce quai s'étend sur plusieurs sections en plus, allant 40 ou 50 pieds plus loin. J'accoste là. C'est une semaine plus tard, 7 jours après l'expérience avec Joseph McConnell, qui s'est produite à environ 1 mile d'ici à vol d'oiseau. Le bateau arrive. J'accoste le bateau. Je sors. Les garçons sont encore dans le bateau. Ils prennent le matériel et tout ça. Je suis attaché. Je sors sur ce quai comme ça et je vais attacher la proue du bateau. Il n'y a pas de vent. C'est plus calme que ça. C'est comme du verre. Je veux dire, magnifique. Juste du verre. Rien ne bouge du tout, tu vois. Accoste ici. Je suis en train d'attacher le bateau. Pendant que j'attache le bateau, un arbre tombe près du chalet. Waouh. Je vais un peu par ici. Je dis d'accord. Donc tu es là, très bien. Et c'est tout. À partir de là, j'ai laissé comme ça. Je n'ai même rien dit aux garçons. Rien. J'ai juste attaché. Tu sais, j'ai levé les yeux. D'accord, tu es là. Laisse faire. Maintenant, les garçons sortent et on commence à décharger. Et je vais t'emmener jusqu'au chalet et te montrer. Sympa. Donc voici le vrai chalet. Ouais. Et allons là-haut. D'accord, donc cette terrasse n'était pas là. Le toit n'était pas là. C'était juste la cabane carrée. D'accord. Et si je me souviens bien, tout ce qu'on avait à l'époque, c'était un escalier. C'est bien ça? Je mens. Il y avait la terrasse ici, mais pas de véranda ni de toit. On montait, on longeait la terrasse. C'est bien ça? D'accord. Cette porte était fermée. Ce qu'il y avait ici avant, c'était une porte moustiquaire. D'accord. Et la porte, c'était juste une vieille porte moustiquaire pourrie, non? Donc ce soir-là, on traînait, on dînait, on riait, on jouait aux cartes, des trucs comme ça. On va se coucher. Cette nuit-là, une grosse tempête arrive. Donc on passe d'un lac calme à une grosse tempête. Et ici, si on a une tempête qui vient du nord, je regarde littéralement à 3,2 km au nord, de l'autre côté du lac. Tout arrive et me frappe ici. Une année, la glace a pris un quai de 18 mètres et l'a réduit en allumettes. Exactement. Donc, quand la glace est descendue ce printemps-là, ça a juste détruit mon système de quai. N'est-ce pas? J'ai donc de grands vents qui descendent. Ici. Donc, la porte moustiquaire en train de faire quelque chose comme ça. Eh bien, tu es en train de dormir. On est à l'intérieur. Oui, endormi, ouais. Donc, mais j'ai l'habitude parce que quand le vent se lève, cette porte moustiquaire est un peu branlante, tu vois. Donc j'entendais un peu ça. D'accord, pas de problème. Mais mes fils, eux, dorment dans des chambres séparées. Et j'ai ma chambre là. Un de mes fils a un lit normal, l'autre chambre a des lits superposés. Et on va se coucher ce soir-là. Ensuite, faisons le tour de l'autre côté de la cabane. Donc voici le coin. Évidemment, ce serait le coin sud-est de ma cabane. Les lits superposés sont ici, la chambre d'amis est par là, et ma chambre est plus proche, juste là, encore plus près de la porte. Donc je me lève le matin et Logan est sur l'un des lits superposés dans la chambre du fond. Alors j'y vais et je lui dis « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je commence à sortir des blagues nulles de papa. « Vous êtes amoureux maintenant ?» Je les taquine, ce sont des garçons de 14 ans, voilà, voilà. Donc je leur fais juste la blague de papa. « Non, tu n'as pas entendu ça ?» J'ai demandé ce qu'il entendait. Il m'a dit que quelque chose frappait la cabane toute la nuit. Et je dis « Logan, c'était la porte moustiquaire et le vent. »« Non, papa. Quelque chose a frappé les 4 coins de la cabane. » J'ai demandé de décrire, il a répondu « C'était comme ça. » Tu vois, comme ça. D'accord. Et puis ça finissait dans le coin le plus éloigné. Et puis ça se retrouvait dans cet autre coin. Et il continuait à entendre ça. D'accord. Donc je réfléchis, je l'écoute raconter cette histoire. Et encore une fois, j'insiste encore un peu sur cette histoire de porte moustiquaire. Genre, regarde, la porte moustiquaire. Il me dit, papa, je savais, je connais aussi le bruit de la porte moustiquaire, papa. Tu vois, ce n'était pas la porte moustiquaire. Quelque chose frappait sur les coins de la cabane. Donc, si tu me suis autour de cette cabane, fais attention à quelque chose. Il n'y a aucune branche d'arbre près de cette cabane. Tu pourrais avoir un gars grand comme ça debout ici. Tu vois, on a quelques grands cèdres là-bas et puis des trucs d'entretien de l'eau, ce genre de choses. Mais il n'y a rien qui va cogner contre la cabane. En d'autres termes, si on avait beaucoup de cèdres ou de pins, et eh bien qu'il y avait une branche ici et, tu sais, le vent la faisait bouger comme ça. Nous n'avons pas ça, évidemment. Comme toute autre maison, cabane ou chalet, tout est dégagé autour. D'accord.
Laissez-moi intervenir et clarifier quelque chose rapidement ici, parce que je sais ce que vous pensez probablement. Ce n'était qu'un humain qui faisait une blague à Lay, à son fils et à l'ami de son fils. Quelqu'un s'est faufilé autour des murs de sa cabane et a frappé l'extérieur, les convainquant qu'il se passait quelque chose d'anormal. Mais il faut comprendre que cette cabane est extrêmement isolée. Il nous a fallu 30 minutes pour y arriver en bateau, à une bonne allure. Et il n'y a tout simplement pas beaucoup de monde dans les environs, encore moins des gens qui sortiraient par une nuit venteuse et orageuse, au milieu de nulle part, juste pour faire une blague à un gars qui n'avait même pas encore suscité un véritable intérêt public pour le Bigfoot. Ça n'a tout simplement aucun sens, donc ce n'était pas un arbre et ce n'était pas une personne. Où cela nous mène-t-il? Mais passons à la suite, car ce que les raconte ensuite, lorsqu'il a interrogé son fils sur cet événement des années plus tard, eh bien, cela rend les choses encore plus claires et encore plus étranges. Il y a 4 semaines, j'ai dit « Raconte encore l'histoire de la cabane ». J'ai demandé « Qu'as-tu entendu ?» Voici sa réponse. Il m'a dit « Papa, c'était comme si quelqu'un frappait avec son poing dans les coins de la cabane, et ça alternait à différents moments pendant la nuit. » Et il a dit « J'avais peur. » Et Chris l'a entendu aussi. Son copain Chris l'a entendu. Ce n'était pas seulement mon fils Logan. Il est rentré, a sauté sur la couchette du haut, et ils ont attendu que la nuit passe, que je me réveille. Je leur ai demandé pourquoi ils ne l'avaient pas fait. J'ai dit « Vous auriez dû me réveiller. » Vous auriez dû me réveiller, j'aurais voulu entendre, mais il a dit qu'on avait trop peur. Trop effrayés pour parcourir les 15 pieds jusqu'à ma chambre pour me réveiller, ils sont restés à attendre pendant qu'il entrait d'un coup. Et c'est là que ça s'est terminé maintenant. C'est là que ça s'est terminé. En rassemblant tout, je me dis que l'arbre est tombé la première nuit où je suis sorti avec Joseph. Puis, on a marché 1 kilomètre dans la brousse en filmant des scènes de surveillance. Cette nuit-là, entre 7 et 9 arbres sont tombés et il y avait des craquements dans la forêt tout autour de Joseph. Et maintenant, 7 jours plus tard, on est là et un arbre tombe, on frappe contre la cabane. C'est ça, c'est ça. Mais tout ça ensemble et tu obtiens une image 3D de la chronologie et des possibilités. Ce que c'était, je ne pourrais pas te dire. Coïncidence? Bien sûr, c'est une pure coïncidence que des arbres tombent sans aucun vent. Et les arbres tombent sans vent. Ils pourrissent, ils tombent, ils ont leur temps. Mais pendant cette période, dans ces endroits où mes oreilles les entendent, regardez-moi ça. C'est justement là que tu te demandes, coïncidence? Je ne crois pas. Et après ça, on passera à la véritable expédition dans l'arrière-pays. Tu étais en train de nous raconter les expériences de poussée d'arbres et de coups contre les murs qui t'ont amené à penser qu'il se passe quelque chose d'anormal à cet endroit, autour de cette cabane. Mais tu as eu d'autres expériences dans d'autres endroits qui t'ont orienté vers le peuple Sasquatch. Peux-tu nous en parler? Combien de temps as-tu? Par où commencer? Toute une vie se cache derrière. Des sons étranges résonnent dans les bois. À 20 ans, étudiant la survie, j'ai entendu des hurlements au bord d'un lac. Et c'est la seule fois où j'ai dit « je pars ». Un pote était derrière une butte. Il n'a rien entendu. J'étais dans mon abri, il neigeait. J'ai dit « je pars ». C'est la seule fois où j'ai fui la forêt à cause de ce qui semblait être des femmes torturées dans un rituel satanique. C'est flippant. Qui sait? Qui sait? Les ours ne font pas ça. Vous pourriez croire que l'Est n'a plus d'histoire à raconter, mais il en reste et je les garde pour la fin de la vidéo. Certaines sont même encore plus effrayantes et intrigantes que ce que vous avez entendu jusqu'ici. Pour l'instant, je veux surtout parler de l'expédition, car il s'y passe aussi des choses intéressantes. Mais d'abord, si vous appréciez ce contenu jusqu'à présent, cela me ferait vraiment plaisir que vous appuyiez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Cela m'aide énormément à continuer ces expéditions et à essayer de vous apporter la vérité sur le Sasquatch. Comme je l'ai dit, notre expédition était prévue dans l'arrière-pays de Temagami, en Ontario. Mais nous n'avons pas commencé là-bas. En fait, nous avons commencé à quelques heures de route, chez Les, à la campagne. Et la première tâche à l'ordre du jour était de travailler tous ensemble, en groupe, pour installer des caméras de diffusion en direct de Bigfoot, gracieuseté de Logan Chesso, qui est le gars derrière l'application de diffusion en direct de Bigfoot. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur son travail, c'est un projet fascinant. Il a essentiellement conçu un moyen d'installer plusieurs caméras alimentées à l'énergie solaire qui diffusent en continu 24h sur 24 et 7J sur 7 dans différents endroits stratégiques pour Bigfoot à travers l'Amérique du Nord. Et il a capturé des choses vraiment intrigantes
et déconcertante. Il voulait installer chez lui un système de diffusion en direct de Bigfoot de Logan, pensant qu'il pourrait s'y passer quelque chose. On a donc commencé par ça. Tout le monde a mis la main à la pâte, y compris Les. Logan travaille dur sur sa dernière installation de diffusion en direct de Bigfoot, qui sera installée ici, chez les Stroud. Comment ça va, Logan? Ça avance. Bien sûr, nous n'étions pas seulement là pour installer des caméras de diffusion en direct. Nous étions là pour planifier notre expédition Sasquatch à Tomogami. Donc, assis autour de la table de cuisine de Les, ce soir-là, c'est ce que nous avons fait. Mais tout de suite, des difficultés ont commencé à se présenter. J'ai l'emplacement exact quelque part où les arbres avaient été renversés. Je crois que ces deux croix bleues c'est l'arbre unique de la première nuit parce que nous sommes arrivés par ce sentier, puis le sentier semble continuer, mais ce n'est pas le cas. Il disparaît complètement. Et là, on dirait qu'on peut juste traverser ici. Non, il y a plein de... ça nous a pris 7 heures pour aller d'ici à là. C'est fou. Ce n'est même pas 1 mile et un peu plus. C'était dingue. Eh bien, bonjour à tous. Je suis ici dans le grand salon de Les Stroud, toujours chez lui. Je viens de passer une nuit très reposante dans une petite cabane en bas de la colline, isolée et chauffée et tout. Nous partons en expédition un peu plus tard ce matin. Mais avant cela, je me suis dit que vous aimeriez voir cette collection très impressionnante de moulages d'empreintes que Les a sur sa table ici. Certaines d'entre elles, bien sûr, me sont familières. Ceci est le célèbre moulage de Dennis Harrowford, et vous pouvez voir à quel point c'est détaillé. Je crois même voir quelques traces de crête dermique sur le talon. Peut-être pas. C'est difficile à dire, mais ça a toujours été l'une des meilleures. Il y a énormément de détails anatomiques ici. Ceci est l'un des moulages les plus nets du site du film Patterson-Gimlin. Vous pouvez voir, comparé à ma main, à quel point c'est grand. Nous chargeons la remorque avec nos affaires et beaucoup de bois de chauffage. Glamping ne prétend même pas qu'on campe à la dure. Oui, non, ce n'est pas du camping sauvage parce que le but n'est pas de faire ça. Le but, c'est d'être dehors, dans la nature. Et un grand feu, c'est quelque chose qui attire ces êtres. Donc on va simplement s'installer dans leur zone et se rendre disponible. Mais juste avant de faire ça, je veux vous présenter un autre membre de notre équipe d'expédition, O'Neill Descupta, qui est devenu un très bon ami à moi et qui a des expériences et des idées vraiment fascinantes sur le Sasquatch. Mais je dois vous prévenir, vous n'êtes peut-être pas prêt pour tout ce qu'il a à partager. Je ne l'étais sûrement pas alors. Bonjour, je suis O'Neill Descupta, policier retraité. 30 ans de service, 10 ans en première ligne, puis 20 ans dans une unité tactique, le SWAT comme aux États-Unis. Ce n'est que lorsqu'un ami à moi dans la police a eu une rencontre face à face en chassant l'orignal à Searchmont en Ontario. Et comme je le connaissais personnellement, ça m'a un peu poussé à sortir de mon canapé et je me suis dit, il faut que j'aille dans la forêt pour vivre ça moi-même. Donc à partir de ce moment-là, c'était juste quelque chose que je voulais simplement en savoir plus. Il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je n'avais aucune intention d'écrire des livres ou quoi que ce soit du genre. J'avais simplement un vif intérêt pour le sujet. J'ai donc eu plusieurs expériences. J'ai eu la chance d'observer, d'entendre des sons, de voir des empreintes. Je les ai senties. Je pense que si vous me demandez ce qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est l'observation. Enfin, ce serait difficile à départager. L'observation ou bien une conversation que j'ai eue avec eux par l'intermédiaire de ma petite amie qui est télépathe. Donc ça, ce serait vraiment la première chose. D'accord. Avant de partir à la mention de la partenaire télépathe d'O'Neill, je vous demande d'attendre. Ce n'est pas le sujet principal de cette vidéo. Mais je dois vous dire, j'ai rencontré plus tard la partenaire de Michelle O'Neill et je suis encore bouleversé par plusieurs preuves de ses capacités, que j'ai personnellement constatées et que mon esprit analytique, pour être honnête, a essayé de rejeter jusqu'à ce que mon expérience m'oblige à ne plus lutter. Mais je partagerai tout cela avec vous dans un prochain épisode. Pour l'instant, restons sur cette aventure Bigfoot façon Les Stroud. O'Neill nous raconte son observation faite au bord de la route. Je roulais avec lui dans son véhicule le long de l'autoroute en direction de Tomogami et il nous a parlé d'un Sasquatch qu'il avait vu debout, jusqu'à la taille dans l'eau, alors qu'il traversait cette même zone. Donc, juste là-bas, là où ça devient herbeux, debout exactement là où ça devient herbeux. Dans l'eau, oui, jusqu'à la taille, mais il était énorme. Rabbit Lake Road, on y est arrivé. Il nous reste encore un petit bout de chemin par ici.
avec de nombreuses observations dans la zone. Cette route est connue pour son histoire d'observation et d'incidents, aussi bien sur la route que dans les environs, au bord du lac et dans la forêt. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que je veux aller voir. Je veux aller jeter un œil au lac Rabbit. Donc, on descend juste pour voir si l'eau sur laquelle on comptait venir en bateau est vraiment inaccessible, comme on nous l'a dit. Mais sinon, c'est ici qu'on ira. C'était le plan, on devait y aller. Voici le plan A, juste ici. D'accord, on va juste aller voir ça. Je veux voir le lac et qu'on me prouve qu'il est encore gelé. Mais on va y aller et on va probablement monter là-haut. Génial. D'accord, continue. Ce n'est pas tant de pluie que nous avons eu. Nous sommes en mai et on nous a dit qu'il y a encore trop de glace pour les bateaux. Nous allons aller vérifier si c'est bien le cas. Notre plan actuel est de camper quelque part d'un peu plus accessible sans utiliser de bateau. Même si cela pourrait changer, on verra. En résumé, nous allons faire de notre mieux pour nous mettre dans une situation où nous ne serons pas accablés par la fatigue physique, le froid, l'humidité et l'inconfort. Être mentalement et physiquement prêt à avoir une interaction et une connexion avec le peuple de la forêt. Nous sommes arrivés à notre campement. Ce sera notre maison pour les 16 prochaines heures. Heureusement, nous n'avons pas eu à marcher aussi longtemps que prévu dans les broussailles pleines de neige et d'eau. Tu sais, je n'ai pas signé d'autorisation d'apparition. Je l'enverrai à ton agent. Tu peux faire ça autant que tu veux. Ils ont un lieu spécial pour ça. C'est assez proche des endroits où il y a eu de l'activité, où des arbres ont été renversés. Nous sommes juste un peu à l'ouest de la base du lac Rabbit à Tomogami, et nous sommes en train d'installer le camp. Pour les prochaines heures, je vais passer une nuit blanche et voir si quelque chose se manifeste à nous. Donc je suis juste en train de fendre du petit bois ici. Je vais faire un feu de camp qui crépite. Parce qu'O'Neill dit que Sasquatch aime les feux de camp et les gens qui sont eux-mêmes et qui passent un bon moment. Donc on verra bien. Nous avons le célèbre ou l'infâme, selon comment on veut voir les choses, Monsieur Cabane dans les bois. C'est Robert Maxwell. Maxwell, juste là. Stacy Brown Jr. tient la caméra, ce qui explique sûrement les tremblements. Voici le contexte. Nous avons d'abord consulté les cartes. Je voulais emmener ces gars dans ma cabane au bord du lac. On nous avait dit que le lac était gelé. Ce n'est pas le cas, mais il y a encore beaucoup de neige qui bloque l'accès au lac. Et il y a probablement des vagues de près d'1 mètre de haut sur la grande étendue d'eau. Donc, de toute façon, on n'ira pas pagayer là-bas en canoë. Donc, plan B, nous avons commencé à regarder tous les sentiers et chemins. Nous en avons trouvé un qui semblait parfait. Presque parfait. C'est près de l'endroit où les arbres ont été couchés. Quand j'étais dehors avec Joseph McConnell, j'étais seul. À vol d'oiseau, ma cabane n'est pas loin non plus. C'est ici. Je vais rester avec ça. Groupe de vauriens et voir ce qui se passe. Donc l'étape suivante est de faire une petite cérémonie de groupe. Rien de trop formel, mais c'est une façon de rassembler et de projeter nos bonnes intentions vers cette zone et vers les Sasquatch qui, espérons-le, sont dans les parages. Et aussi, mon ami floridien porte des gants et une tuque. Oui, on ne peut pas lui en vouloir. La différence de température par rapport à il y a seulement quelques heures, pour lui, a vraiment été extrême, sans aucun doute. Quelle était la température quand tu as quitté la maison? Dans ma maison, C'est ça. là on est à 94. C'était bien, c'était sympa. Alors, tu regardes quoi maintenant? De 94 à environ 40 peut-être. Ouais, j'ai l'impression que c'est 33, je dirais, si je devais deviner. En fait, les Américains ne le supporteraient jamais. Eh bien, ça fait partie du truc. Pas de problème. On va faire des randonnées à la journée pour voir. Chercher des structures en bois et des signes de leur présence. Je pense que c'est l'endroit idéal pour passer la soirée, randonner avant la nuit, allumer le feu et peut-être sortir un peu dans le noir. Mais le feu va les attirer. Ça m'arrive toujours. Alors croisons les doigts. On ne sait jamais avec le peuple Sasquatch. J'allais souvent dans la forêt la nuit, pour être honnête, mais c'était pour les traquer ou chercher des signes. Oui, tu peux interagir, par exemple, avec un coup frappé ou un cri, mais pour te connecter, pose tes intentions et montre du respect en offrant le tabac. On dira quelques mots. Ceci est une offrande de tabac autochtone. Nous demanderons la permission d'entrer dans la forêt pour montrer notre respect avant d'y aller. Et donc, on commence de la bonne manière, et ensuite, avec les bonnes intentions, simplement en ayant une bonne conversation. S'ils sont intéressés, ils viendront nous voir. Je n'utilise pas de couteau, juste mes mains habituellement.
Je ne veux pas que ces gars se sentent mal. Alors je veux demander la permission et la bénédiction des esprits de la forêt et du peuple Sasquatch. Merci de nous permettre d'entrer dans votre forêt. S'il vous plaît, bénissez-nous et protégez-nous. Je vous offre ce tabac en cadeau. Maintenant, en fait, si cela ne vous dérange pas, pouvez-vous nous expliquer ce processus et nous dire où vous l'avez appris? Pourquoi? En fait, je l'ai appris de Kiwan Lapserdis, qui a eu de multiples interactions avec le peuple Sasquatch sur une période de 60 ans. J'ai passé beaucoup de temps dans la forêt, donc il m'était facile de faire de la randonnée et de m'aventurer en pleine nature afin de chercher et d'interagir avec le peuple Sasquatch. C'est en septembre 1979 dans le Wisconsin, sur une ferme, qu'un Sasquatch a commencé à me parler par télépathie. Il a aussi régulièrement échangé avec la communauté autochtone, et le tabac a toujours été un cadeau que les autochtones offraient aux esprits de la forêt et, dans certains cas, au peuple Sasquatch. Mon processus est très similaire, mais différent. Et je l'ai vraiment acquis, si ma mémoire est bonne, principalement lorsque j'étais au Pérou. Et j'étais avec des grands prêtres incas, et nous faisions une randonnée de 5 jours dans la montagne. Et il y avait toujours quelqu'un devant eux, tout le temps. Il y avait toujours quelqu'un qui passait devant et qui jouait de la flûte. C'était leur manière symbolique de demander la permission à chaque étape. À mesure que nous passions de la route à la brousse, du sentier à cette zone rocheuse puis à ce champ, chaque endroit avait sa propre énergie consciente. Et donc, le fait de demander constamment, c'est comme, oui, tu entres dans cette maison, mais c'est presque comme traverser une série de maisons. Et à chaque fois que tu avances, est-ce que je peux entrer? Merci beaucoup. Merci. Merci pour cela. Et tu sais, je l'ai adopté et je ne l'ai jamais perdu. Donc, je regarde une colline, je regarde une forêt. Et si je dis que je demande la permission, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Est-ce que c'est amusant? Est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est juste une sorte de petite pratique spirituelle à faire? Non. Pour moi, c'est une véritable connexion avec un être conscient. Donc oui, pour certaines personnes, c'est aller trop loin, mais j'aborderai les concepts de la conscience des arbres, des plantes et, bien sûr, des animaux. Et puis, bien sûr, des êtres de la forêt. À ce moment-là, nous sommes partis en randonnée autour de notre campement, à la recherche de tout signe potentiel de Sasquatch. Au début, nous n'avons trouvé que des traces d'animaux ordinaires, mais il n'a pas fallu longtemps avant que d'autres choses commencent à apparaître. Survivorman examine des excréments. Non, ce n'est pas mauvais. En fait, c'est probablement juste un vieux gros renard. Quoi? Oui, c'est un gros renard. Si ce n'est pas gros, tu sais quoi? C'est tout neuf. Non, non, ce n'est pas ça. Non, c'est un lynx. C'est un lynx. Lynx, oui, c'est un lynx. Maintenant, qu'est-ce qu'il a gratté le sol tout autour? Tout ça a fondu. C'était sur la neige. D'accord, compris. Oui, c'est un lynx parce que tu as ça, tu as ça. Tu as ce point comme ça. Un petit peu, salut. Ouais, si c'était un canidé, ça serait arraché, non? Mais là, ça va jusqu'à ce point comme ça. Quand ça arrive ainsi, c'est forcément un chat. La taille, la texture, tout correspond. C'est un lynx, je te le garantis. Il y en a beaucoup ici. Avant, je piégeais ou posais des collets pour le lièvre d'Amérique, ici souvent. J'ai réussi à attraper une centaine pour faire une couverture, mais les lynx sont partout. Donc un puma, c'est comme ça, mais en plus grand? Oui, exactement. Juste en plus grand. Un puma serait 2 fois plus gros, mais aurait le même aspect. J'ai trouvé des cassures d'arbres très intrigantes, que je peux reconnaître d'après ma dernière expédition comme étant brisées d'une manière qui n'est probablement pas naturelle, ni due à la neige ni au vent. Une ici en bas et une là-haut. C'est une fracture en tension, alors qu'une rupture par flexion diffère d'une rupture par cisaillement. Normalement, le bois va s'écharder en biais et il est faible en cisaillement. Donc normalement, quand le bois casse, il casse par cisaillement. Ces ruptures d'arbres sont différentes parce qu'elles cèdent en flexion dans une fracture de traction et il n'y a que certaines conditions qui doivent être réunies avant que tu puisses provoquer cette rupture. Si c'était une rupture naturelle, alors tu verrais un éclatement en diagonale. C'est à cause de la charge de neige, non? Et la neige qui pèse sur les arbres. Peut-être des branches recouvertes de glace. Elles deviennent lourdes, puis la neige s'accumule sur les branches couvertes de glace, et tout ça se plie comme ça.
c'est une façon de voir les choses, l'autre dit qu'elles sont forcées. Pour moi, c'est de la neige. Oui, pour montrer la différence, non? Je vais certainement revenir ici. Et qu'est-ce que tu vas chercher quand tu reviendras? Sors, rends-toi. Ce n'est même pas sur les GPS ou les cartes ou quoi que ce soit. Et ce n'est pas vraiment bien entretenu. Mais c'est un sentier du Nord. C'est génial. Savoir que ça existe ouvre un monde de possibilités. Petite rupture de tension intéressante ici. Léger. C'est assez léger. Ça pourrait être naturel, mais encore une fois, peut-être pas. Une autre cassure d'arbre possible ici. Ça me semble être une cassure de tension sur un arbre. Il y a un boulot ici derrière ce sapin baumier. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça, mais il me semble qu'il n'y a pas d'éclats en diagonale. C'est aussi tordu. C'est intéressant. Vous voyez cette torsion là-haut? Celle-ci me paraît assez peu naturelle. Une autre cassure d'arbre possible ici. Vous pouvez voir le sommet de ce conifère cassé. Et je ne sais pas si vous voyez bien le point de rupture là-haut à travers ce feuillage, mais c'est en fait une cassure nette qui semble avoir été faite par traction. Comme vous l'avez vu, nous avons repéré de plus en plus de cassures d'arbres peut-être causées par le Sasquatch, certaines convaincantes, d'autres moins. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que la présence de ces arbres cassés dans la région mènerait à une excellente discussion entre Lé et moi, ce qui m'a permis de voir à quel point il oppose sa croyance à un scepticisme sain. Et c'est l'une des choses que j'admire vraiment chez Les. Je les observe depuis des années, on en voit le long des sentiers ou ailleurs. Voici quelques exemples typiques de cassures d'arbres, non? Et je réfléchis à ça. Et il y a d'autres explications. Et je pense que c'est dans notre nature de souhaiter et de vouloir. Vous savez, on a envie de se dire « Regarde ça, voyons, je ne peux pas expliquer ça ». Mais parfois, à cause de ça, on laisse aussi passer l'évidence. Par exemple, je sais qu'ici, la motoneige est très populaire. Donc il y aurait une tendance, disons, pour un chercheur sur le Bigfoot à regarder un arbre et à dire « Allez, c'est à 3 mètres de haut ». Impossible pour un humain de casser cette branche à 3 mètres de haut. C'est vrai, mais en hiver, avec 2 mètres de neige, ils circulent en motoneige à 1 mètre du sol et la branche les gêne. Avec des gants épais par 30 degrés C, on casse facilement les branches gelées du bout des doigts. Les arbres se cassent très facilement par ce froid. Je l'ai fait des centaines de fois. Des arbres épais. Comme cet arbre ici, à moins 30. Craqué. Moi, pas de problème. Augustin, il n'y a aucune chance que je fasse ça. Donc ça, c'est une chose. Une motoneige et des humains. L'autre le montre bien. C'est pourquoi je voulais venir le souligner ici. Tu vois, encore une fois, waouh, regarde ces cassures. Mais si on regarde de plus près, on sait que cette zone est infestée d'orignaux. Et les orignaux, ça, c'est tout ce qu'ils broutent. C'est le genre de nourriture qu'ils adorent. Et pourquoi est-ce que je pense que ça pourrait être un orignal? Eh bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent par ici. Et là, on parle d'histoire naturelle, n'est-ce pas? Ils passent par ici. Et ils sont grands. Ils pourraient aussi être eux-mêmes sur la neige. Donc ils sont grands, ils sont hauts, ils ont un grand panache de bois, bien jusqu'en décembre, généralement peut-être début janvier, certains même un peu plus longtemps que ça. Ils sont grands, hauts, avec une grande faux, comme celle d'un fermier pour couper l'herbe au-dessus de leur tête. Ils prennent quelque chose comme ça, et ils tirent dessus, et là, regarde, toutes les extrémités sont coupées. Ça, c'est tout du feuillage de l'orignal. Chaque chasseur d'orignal vous dira que c'est un orignal qui a mordu ça, qui a mordu ça, qui a mordu ça. Donc, ça descend avec un bois. Il mord, il le fait remonter. Ça se rabat avec un bois. Même chose, je serai d'accord avec toi sur la possibilité, moins sur la communication, que la communication potentielle des arbres cassés, si c'est bien ce que c'est, est très probablement interespèce et pas destinée à nous. D'accord, ils disant quelque chose, ils communiquent, je suis prêt à explorer cette piste. Pouvoir alors dire soudain, et je vais vous révéler ce qu'ils communiquent. C'est juste un pas de trop pour moi, tu devines. Tu fais vraiment des suppositions. Oui, et il y a déjà bien assez de spéculations dans ce domaine. Oui, tu crois. En ce qui concerne les arbres cassés, je vais te dire une chose de plus. Le cas le plus convaincant que j'ai jamais vu, pour moi j'en suis sûr à 99%. 2 arbres s'étaient concernés. L'un était cassé, l'autre non.
Tu as peut-être vu la cassure, c'est sur le site du radium. Todd nous l'a montré. C'était un arbre grand, mais mince, sain et vivant, d'environ 12 mètres de haut s'il avait été debout, mais il n'était pas debout. Il était courbé, presque parallèle au sol, mais en forme d'arc-en-ciel plus ou moins. À l'extrémité supérieure de cet arbre, il y avait un deuxième arbre, un jeune arbre. C'était un conifère, et il avait une cassure parfaite due à la tension. Aucune écharde, aucune rupture en diagonale, et cette cassure d'arbre était inclinée au-dessus de cet arbre de 12 mètres plié et courbé. Il avait des feuilles vertes et saines. Il était soumis à une pression élastique énorme. On pouvait le tirer vers le bas et il revenait d'un coup sec dans la cassure de l'arbre. Et la cassure d'arbre, positionnée au-dessus de la courbure de cet arbre de 12 mètres, le maintenait vers le bas sous une tension extrême. Je ne comprends pas comment la nature ferait ça, donc pour moi c'est du 99%. Je vois. Ouais. Parce que la seule objection, c'est... Comment sais-tu que la nature ne peut pas le faire, n'est-ce pas? C'est la seule objection. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je ne vois pas comment ce serait possible. Ce que tu décris ressemble presque à un piège à chute en figure 4, où tu as comme un crochet. Et si ce n'était pas pour ce crochet... C'est ça, ça remonterait. C'est intéressant. Je crois que je vois de quel piège tu parles. Eh bien, il te l'a probablement montré. Ouais, oui, je me souviens qu'il y en avait un, et je me suis dit... Ce truc est encore en vie. Je l'ai tiré moi-même vers le bas. Je n'aurais pas voulu que ma main soit dessus quand il a rebondi dans la branche qui le retenait. Une telle force m'aurait brisé les doigts. Ouais. D'accord, allons-y, allons nous détendre. Au fait, au cas où tu ne l'aurais pas entendu, les travaille actuellement sur un documentaire absolument bouleversant sur le thème du Sasquatch. Ça s'appelle La question du Bigfoot. Il sortira vers Noël 2026. Et moi, personnellement, j'ai hâte de le voir. Les m'a même montré quelques extraits en avant-première pendant que j'étais en voyage. Et je peux te dire que ce film va complètement bouleverser notre compréhension du phénomène Sasquatch. Alors ne le rate pas. Reste à jour en consultant régulièrement la chaîne YouTube de Les, Survivorman. Les Stroud, c'est le nom de sa chaîne et de toutes ses autres plateformes de réseaux sociaux également. Le projet est entièrement financé grâce à la campagne Kickstarter de Les, ce qui signifie qu'il n'a pas de producteur qui impose exactement l'histoire à raconter. Tout dépend de Les et de son approche ouverte et honnête face à ce phénomène étrange. Et si vous souhaitez soutenir la production via la campagne Kickstarter de Les, je laisserai le lien vers la campagne dans la description ci-dessous. Je peux vous promettre, d'après ce que j'ai vu et ce que je connais de l'approche de Les, que cela va vraiment valoir la peine d'être soutenu et d'attendre. Aux environs de Noël 2026, restez à l'écoute et vérifiez la chaîne de Les. Ça va être génial. Je suis simplement assis ici à notre campement avec un thé sauvage préparé avec des herbes cueillies par ce monsieur. Voyons quel goût ça a. C'est frais et résineux. C'est un succès. Je ne sais pas, mais souviens-toi, tu es tombé sur ce pompier qui était chasseur de taureaux pour une dinde. Et le gars lui a dit avant de partir à Booba, ouais, il a dit « Fais attention, il y a quelque chose qui rôde autour de mon camp la nuit. » D'accord. Et il a dit, et son nom était aussi Booba. Il a accepté, aucun problème, je crois que c'est là qu'il les a ramenés à son camp. Le lendemain, gyrophare, sirène, grosse agitation avec gardes forestiers et police. Ce gars sur qui on était tombé avait été déchiqueté. Son camp avait été déchiqueté. Ils ont retrouvé son corps. Le gars qui s'est fait tuer. Exactement. Alors Martin Grove dit « Je pense que j'ai été la dernière personne à le voir vivant. » On n'est pas allé se balader dans les bois la nuit pour chercher le Sasquatch. Mon expérience m'a amené à croire que cette approche ne fonctionne pas vraiment de toute façon. Vous n'allez jamais réussir à tromper ces êtres ou à les prendre au dépourvu, pour ainsi dire. Alors, nous avons simplement choisi d'être humains autour du feu de camp, de faire un grand feu bien lumineux, de faire beaucoup de bruit, de nous amuser, de rire, de discuter, ce qui, d'après mes recherches, a toujours été ce qui attire le plus les Sasquatch dans la région. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas au milieu de tout ça, c'est que mon nouvel ami, Stacy Brown, de la chaîne The Bigfoot Underground, est l'un des conteurs les plus vivants que j'ai jamais rencontrés. Alors, on monte sur ce Kawasaki Mule et ils nous font faire le tour de la propriété. Tu sais, il disait, un enquêteur du BFRO a eu une observation ici. Quelqu'un s'est fait grogner dessus ici et ainsi de suite. Et on monte en haut de la colline, à l'arrière de leur propriété. Il faut traverser un pont, puis grimper une pente assez raide jusqu'au sommet de la colline où il y a une grande boucle.
Eh bien, ils ont arrêté la mule et ils ont marché à peine 1,5 m dans les bois. Et là, il y avait ces petites structures, vraiment petites. Elles font environ la taille de mon genou maintenant. Mais elles sont assez complexes, tu sais. On se dit, bah d'accord, cette dame a fait tout ça. Tu sais, c'est juste une vieille dame seule, peu importe. Il nous montre ces trucs-là. Il nous montre des arches. Et il y avait une chose qu'on appelait l'échelle. Et c'était quelques arbres qui étaient arqués. Et il y avait une branche posée en travers du sommet. D'accord. Et ça ressemblait juste à une de ces vieilles balances, tu sais. Mais bref, on retourne à l'endroit où on va rester et il nous dépose là. Et c'était à la cabane du coup de couteau. Donc, pour arriver à la cabane du poignard, il fallait descendre cette route bordée de pins plantés. Ensuite, on arrivait à une sorte de petit espace arrondi, et là il y avait une cabane. Ça ressemble à un décor de Jason Voorhees ou à Massacre à la tronçonneuse. C'est le pire endroit, je suppose, pour camper, non? Alors la nuit tombe, on part se balader, on va faire un peu de chasse au Bigfoot. Eh bien, on retourne sur cette colline près de la balance. Et on est assis sur le flanc de la colline qui descend dans ce ravin. Il y a un tout petit ruisseau là, puis ça remonte de l'autre côté. Et on est resté assis là probablement 1 heure. Et tu sais, comme je l'ai dit, c'était en novembre, donc les noix de Carrier tombaient. Mais on a remarqué qu'elles tombaient en remontant la pente, comme si elles rebondissaient vers le haut de la colline. Et donc, j'avais cette caméra thermique industrielle pour repérer un mauvais endroit sur un câble ou quelque chose comme ça. Tu sais, elle a un écran à l'arrière. Et je balaye simplement la zone et de l'autre côté du ravin, il y a un petit groupe d'arbres. Rien derrière quoi tu penserais pouvoir te cacher. Mais il y a cette énorme signature thermique derrière, et c'est 2 fois la taille des arbres. Alors on flippe, on se dit « Waouh !» D'accord, on fait demi-tour. Maintenant, de cet endroit jusqu'à notre camp, si tu prends les sentiers, tu sais, ça fait environ 2,5 km. Mais ce qu'on n'avait pas réalisé, c'est que c'était juste à 2 collines de là. Bref, on retourne au camp et on entend des bruits de pas. Il y a un ruisseau qui coule d'ouest en est et qui rejoint un autre qui coule du nord au sud. Et c'est en bas de cette colline. Et donc, on n'entendait pas. C'est novembre, toutes les feuilles sont tombées, donc ça craque fort. Et c'est arrivé au point où je me suis dit, d'accord, ils se moquent de nous. Je vais les attraper. Alors je prends ma lampe et j'éclaire l'arbre derrière lequel les pas se sont arrêtés. Et je dis, tu dois sortir. Tu sais, tu ne peux pas rester là pour toujours. Quand je vous dis que j'ai tenu la lumière sur cet arbre pendant 10 minutes, je serais surpris si je l'avais tenu pendant 8 minutes. Je veux dire 10 minutes, non? Je me dis alors, mince, c'est sûrement un écureuil ou un raton laveur qui a grimpé à l'arbre. Je remonte la colline et dès que j'arrive en haut, les pas recommencent. Il m'a attendu. Et ça continue encore. On entend des branches qui cassent, des grognements, tu vois. C'est arrivé au point où j'ai dit « Laissez-nous tranquilles ». Tu vois, je dis ça en direction des bois. Maintenant, attention, à ce moment-là, j'ai sorti mon pistolet et je l'ai à ma ceinture. C'était un Ruger Red Hawk 44 Magnum nickelé. On pouvait le voir. Ça n'a aucun sens pour moi que quelqu'un continue à faire une farce à quelqu'un, surtout s'il a peur et qu'il a une arme à la ceinture. Mais je disais en direction des bois, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Arrêtez, ce n'est plus drôle, vous savez. On retourne s'asseoir. Je suis assis sur la glacière. Mon pote commence à boire, ce qui... On allait boire de toute façon. C'est ça. Mais parce que j'avais peur, je ne voulais plus boire. J'étais là en pensant qu'il faudrait peut-être partir. Quelque chose comme ça. Et donc, on est en train de parler de quelque chose.
Et puis on commence à entendre comme une respiration lourde. Comme ça, non? Et on lève les yeux et juste à la limite de la lumière du feu, juste aussi loin qu'elle peut briller, donc peut-être 10 mètres, non? Et là, il est là, il se tient debout. Il nous regarde pendant, tu sais, ce qui a semblé être une éternité, mais qui n'a probablement pas duré longtemps. Il se retourne simplement et part. Je ne dirais pas qu'il mesurait 2,40 m. Je veux dire, c'était peut-être comme 1,80 m, 2 mètres, mais c'était dans ces eaux-là. Et vraiment dégingandé. Les gens disent souvent que ça avait l'air humain. Ça avait l'air humain. Mais ce que j'ai vu, ça avait des traits humains. Le nez ressemblait à celui d'un Afro-Américain. Vous savez, ce nez plat et large qu'on voit parfois. Mais ensuite, l'arcade sourcilière ressemblait à celle d'un Européen de l'Est ou quelque chose comme ça, vous voyez. Et je ne pense pas que ses yeux étaient enfoncés. Je crois que c'est à cause de l'arcade sourcilière très marquée. Vous savez, mais il y avait des poils sur le visage, jusqu'aux pommettes. Ce n'était pas une barbe longue comme la mienne, mais pas de tête conique, une tête arrondie, vous voyez. Et les yeux, ils étaient noirs. Ils ressemblaient à des yeux de cheval. Les histoires de Stacy étaient franchement fascinantes en elles-mêmes, mais le mystère autour de ce feu de camp ne s'est pas arrêté à ce qu'il avait à raconter. Parce que pendant qu'il parlait, quelques-uns d'entre nous ont entendu quelque chose. Quelque chose qui, malheureusement, était trop silencieux pour que les micros puissent l'enregistrer, mais nous l'avons tous entendu malgré tout. Il y a quelques minutes, Stacy nous racontait ses histoires de rencontres. Et depuis les bois juste derrière nous, Logan et moi avons tous les deux entendu un son distinct, discret, mais perceptible, qui ressemblait à une vocalisation. Je le décrirais comme 3 petits cris brefs, très rapprochés. Logan et moi nous sommes regardés pendant que Stacy parlait. Ce n'était pas fort, mais nous l'avons entendu clairement. Je l'ai entendu et j'ai tourné la tête dans cette direction en essayant de comprendre ce que c'était. Et puis j'ai juste senti Robert me taper. Je l'ai regardé et on s'est dit tous les deux, ouais, on a tous les deux entendu ça. Je ne sais pas ce que c'était, mais je peux dire que c'est comme ça que ça sonnait. Comme 3 petits cris brefs. Juste derrière nous, par ici, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la 2e vocalisation potentielle, discrète mais distincte, que des membres de notre groupe ont entendue. La première a eu lieu plusieurs heures avant. Je l'ai entendue. Logan l'a entendue aussi. Et O'Neill a entendu la première aussi. C'était il y a quelques heures. Nous étions tous assis juste à la droite de Stacy et c'était un son très faible, je dirais un whoop, mais c'était très faible. Donc j'ai dû le confirmer avec toi, Robert, et je crois l'est. Vous avez dit oui, je l'ai entendu aussi. Ce n'était donc pas seulement moi. Je voulais confirmer car c'était faible, mais c'était un whoop très bas. Quand tu dis ça, c'est pourquoi je t'ai demandé ce que tu as entendu. Tu as répondu « j'y vais ». C'est exactement au même endroit et très similaire. Ça ressemble à de petits cris doux. Donc oui, il y a de fortes chances que ce soit le même, juste là à regarder et écouter. Ils sont très patients et peuvent rester des heures. Nous nous sommes assis et avons écouté un moment, mais rien d'autre ne s'est passé. Les Sasquatch de la région n'étaient pas prêts à se montrer davantage que cette petite série de cris que nous avions entendus. J'ai tout de même observé la lisière des arbres avec ma caméra nocturne, au cas où quelque chose apparaîtrait. Ensuite, nous avons bien profité de la musique. Écris un livre? Ouais, c'est juste dans ton cœur, ouais. Ce n'est pas quelque chose où je me dis « je veux écrire un livre ». Je vais l'écrire, parce que je n'aime pas lire. Je ne supporte pas ça. Tu sais, il me faut un livre audio ou quelque chose comme ça. J'ai besoin d'être en mouvement. Tu écoutes des livres audio? Ouais, ben, certaines personnes aiment lire. C'est mon cas. Je sais que beaucoup de gens aiment ça. Beaucoup d'entre eux. Non, sérieusement. Beaucoup de gens ne font que de l'audio. Alors,
Après une longue nuit passée près des bois autour d'un feu, on s'installe à l'hôtel pour dormir un peu pendant la journée et prendre un bon petit déjeuner avant de repartir. Ça va être un vrai soulagement, voilà. Lit. Après quelques heures de sommeil, ce qui, franchement, semblait bien trop peu, nous avons décidé collectivement de finalement nous rendre à la cabane de Les comme prévu à l'origine. Nous ne le savions pas encore, mais de merveilleuses expériences nous attendaient là-bas. Les gars, vous avez l'air sacrément agaçants, vous m'énervez. Détendez-vous, prenez votre temps, asseyez-vous, profitez du voyage. Bienvenue à Stroudland, vraiment, d'abord... Outland. Première course hors de la ville sur le lac, il a dit. C'est parti. Stacy porte le pantalon isolant de tout le monde parce qu'il est habitué à la Floride. Cabane dans les bois, dans la... maison sur le lac. Alors, on va commencer là-bas. Je pense qu'on va finir par lutter juste jusqu'à mon quai, la terrasse du ponton. On dirait qu'on est arrivé. On va aller là-bas. Aligne-le simplement sur le côté. Tu peux imaginer ça? Parce qu'il baisse le niveau de l'eau de 5 mètres chaque année. Donc si ça descend à 5 mètres, d'accord. Regarde où on est. Cabane célèbre de Green Tree. Que fait-on, monsieur Go? Ouais. Je dirais de mettre toutes vos affaires personnelles peut-être dehors. Sur la véranda fermée. Sur la véranda fermée. Et donc, détends-toi. Donc, c'est bien la cabane que tu décrivais, où ton fils et son ami ont été tenus éveillés par des coups aux 4 coins? Oui. Et il s'est passé quoi d'autre ici? Tout cela s'est passé une semaine après que de nombreux arbres aient été renversés, ce qui, à vol d'oiseau, n'est vraiment qu'à 3 miles, peut-être dans cette direction, au maximum. On arrive avec le bateau. L'eau est lisse comme un miroir. On attache le bateau. Un grand arbre tombe juste ici quelque part. Je sais que vous avez déjà entendu cette histoire de la part de Wes, mais si je vous en fais un résumé à nouveau, c'est parce que cette fois, il a partagé un détail supplémentaire qui la rend encore plus intrigante et fascinante. Je ne l'ai même jamais trouvé, mais un grand arbre est tombé près du chalet et je n'ai pas pu le retrouver. Donc, cet arbre énorme tombe. Il est assez grand et fait assez de bruit pour que l'on l'entende depuis le rivage, à la cabane. Et pourtant, il n'arrive pas à le retrouver quand il part le chercher. Ce n'est pas comme s'il y avait beaucoup d'endroits où un arbre géant tombé pourrait passer inaperçu. Il connaissait la région. S'il y avait eu un arbre assez proche pour faire ce bruit, normalement, il aurait dû le trouver. Oui, j'ai ressenti ça. Un petit frisson dans le dos, une sensation inquiétante. Si un expert comme Lestrade ne trouve pas un gros arbre tombé qu'il vient d'entendre, qui le pourrait? Mais pour moi, l'intrigue de cet événement, de cette histoire, va au-delà de ça. Parce que moi-même, j'ai vécu ce phénomène du bruit d'un arbre qui tombe quand j'étais à Klemtu, en Colombie-Britannique. C'est trop raide ici, c'est ça le souci. Il n'y a vraiment presque nulle part où poser mes pieds. Au fait, c'est le même endroit où il lui-même a vécu certaines expériences et a tourné un des épisodes de Survivorman Bigfoot. Un arbre vient juste de tomber là-bas. Un très grand arbre. Je veux un peu spéculer un peu là-dessus. J'aimerais le faire davantage en discussion avec toi, Robert, et O'Neill et toute l'équipe et tout ça. Mais des choses tombent. C'est l'une de ces situations où nous ne devrions pas être ici en ce moment. Nous ne devrions pas être ici. Nos chances d'arriver étaient minimes. Et puis tout continue de s'emboîter parfaitement, comme une vieille machine bien huilée. Pas grâce à notre intelligence, à part le fait d'être prudent et d'essayer de ne pas faire d'erreurs. Ça m'est déjà arrivé lors d'une mission de recherche et sauvetage. On se faisait guider sans arrêt, on croyait tout rater, mais on a finalement retrouvé la personne. C'est pareil ici. On avançait, on suivait le courant, et on se retrouvait toujours guidé vers des circonstances idéales, comme notre emplacement de campement parfait hier soir. Mais pourquoi étions-nous là-bas?
Ce n'était pas vraiment tendre un piège, c'était plutôt nous faire connaître du coin. Nous sommes là. Et nous allons aller jusqu'à la cabane. Et je ne vais pas parler du concept de signature psychique. Demandez à O'Neill de vous décrire cela. Mais l'idée, c'est que nous leur faisons savoir que nous sommes là. On réveille un peu le coin par notre présence. Et ils peuvent aimer ça, ils peuvent ne pas aimer ça, ils peuvent s'en ficher complètement. Mais ça vaut toujours la peine d'essayer. Absolument. Alors, on fait juste un petit tour du terrain autour de la cabane. Et on est tombé sur cette magnifique petite plage de sable caché. Magnifique. Espérons qu'on obtienne une belle piste bien nette juste à travers ce sable. Je regardais. Attends, laisse-moi en faire une vite. Assure-toi de le mettre au niveau de la cassure médio-tarsienne. Les créateurs de traces de Survivorman. Ouais, je devrais marcher. J'aurais dû le faire. Tu vas réussir. Putain, les regarde. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, les gars? Des traces ici? Je ne sais pas comment c'est arrivé. Quoi qu'il en soit, c'est magnifique. Je disais justement, c'est ici que le soleil se lève le matin. Mon gars, donc, c'est ici que je bois mon café au lever du soleil. J'ai hâte de voir ça demain matin. À ce moment-là, on a décidé d'organiser une discussion informelle sur Bigfoot, autour du feu de camp, à la cabane de l'Est. C'était une super conversation. Je ne vais pas tout partager avec vous ici, parce que ça dure plus d'1 heure. Si vous voulez tout voir, le direct est disponible sur la chaîne de Les et sur celle de Stacy, de Bigfoot Underground. Pour l'instant, je partage seulement les moments forts. Je n'ai pas dit que tu pouvais utiliser mon direct. Va utiliser ton propre direct. Mec, donc on est dans ma cabane à Tomogami, et on y est depuis un moment. Bon, je vais les mettre au courant. J'ai invité tous ces braves messieurs ici pour plein de raisons différentes. Et pour vous tous qui regardez, voyez, ce qui se passe, c'est que vous me regardez sur mon grand direct. Mais Stacy a aussi son propre direct en cours. Donc pour vous, les fans de Stacy, Stacy et moi nous connaissons depuis très longtemps. Il pourra l'expliquer une autre fois. Nous nous sommes rencontrés sur le tournage d'un film malchanceux, dont on taira le nom. Nous sommes amis depuis, et j'ai toujours voulu inviter Stacy au Canada. Et étonnamment, la douane l'a laissé entrer. Et puis, en cours de route, quand je vais passer la parole à Robert, pour Robert de la cabane dans les bois, c'était parce que j'étais fan de son travail sur YouTube. Et je crois que je t'ai envoyé un message privé via YouTube, le système de messagerie de YouTube, et je lui ai juste laissé un message. Je ne savais pas s'il vérifiait ou non, alors j'ai juste laissé une note en disant « Salut mec ». Et on s'est connecté. Donc maintenant, Robert est ici. Je reviens de ce côté, Logan Chisso, responsable de Bigfoot Livestream, et Bigfoot Livestream est une application fantastique. Il parcourt toutes les régions, essentiellement en Amérique du Nord, et installe des caméras 24H sur 24 et 7J sur 7. Et on peut même débattre un peu de tout ça, de son efficacité, etc. Parce que chacun ici a une opinion différente sur le phénomène connu sous le nom de Sasquatch. Et à ma gauche, il y a O'Neill. O'Neill et moi, nous nous sommes contactés il y a des années par email quand je faisais Survivorman Bigfoot. Et petite digression rapide ici. Pour ceux d'entre vous qui sont sur mon live, je vois certaines choses, du genre « Mec, il fait encore ces trucs de Bigfoot ?» Si ce sujet, ce phénomène ne vous intéresse pas, alors allez regarder Sévérance sur Netflix. Mais ça nous concerne tous. Je me suis dit, pourquoi ne pas inviter ces gars que je connais un peu? Je suppose que je connais Stacy le mieux. Pourquoi ne pas les inviter ici? Et l'idée était de venir ici à Tomogami, dans ma cabane, aux mêmes dates que lorsque j'étais ici auparavant pour filmer l'épisode spécial de Survivants avec Joseph McConnell. Nous avons eu des coups sur la cabane, des arbres abattus et des événements fous. C'était la bonne période de l'année, mais cela remonte à 10 ou 11 ans. Beaucoup de choses peuvent changer. Très bien, voilà. L'équipe de Stacy, mon équipe, vous êtes tous mis au courant, et finalement l'équipe de Robert là-bas aussi, vous êtes tous au courant de comment nous en sommes arrivés ici. Mais pour entrer directement dans le vif du sujet, l'une des choses que j'essaie de faire en ce moment, c'est de m'éloigner de l'utilisation de certains termes. J'ai toujours été un grand fan du travail de Christophe Noël, mais je n'ai jamais caché que je n'aime pas utiliser une terminologie qui diminue la profondeur du phénomène. Donc, si on parle de parler par l'esprit, alors qu'il s'agit simplement de la possibilité de la télépathie mentale, alors dites télépathie. Ne dites pas parler par l'esprit. Parler par l'esprit fait penser au Seigneur des Anneaux ou à quelque chose de fantastique, vous voyez?
Et si on dit Bigfoot, on ne fait vraiment que référence au nom qui est apparu dans les années 1950 à cause d'un article de journal. Et ça sonne vraiment très comique, vous savez, et c'est devenu comique. Maintenant, j'ai appelé le film La question de Bigfoot, et je ne vais probablement pas revenir là-dessus. Et il y a une raison à cela, parce que pour moi c'est un point d'interrogation, y compris même le nom qu'on lui donne. C'est comme, pourquoi l'appelons-nous Bigfoot? Et vous apprenez que, eh bien, c'est juste une référence ringarde de la culture pop nord-américaine. Sasquatch lui-même est une version anglicisée d'un terme salish côtier, que nous ne pouvons probablement pas prononcer correctement. Ce serait comme moi essayant de prononcer l'espagnol. Je n'y arrive pas, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à rouler ma langue. Je pense que c'est le plus proche possible. Eh bien, vous savez, ça remonte à des centaines d'années. Alors, comment le disait-il vraiment, n'est-ce pas? On ne sait pas, mais on l'a pris. Je pense que sous certains aspects, c'est au moins mieux que Bigfoot. Sabe est avec les Dens dans le nord. Bakwa, c'est pour la côte ouest. Clem aussi. Oui, tous ces noms différents. Voilà pourquoi, comme je l'ai dit, j'ai nommé ce film La question de Bigfoot. Parce qu'il y a tellement de questions, et comme je l'ai dit, même le titre. Si j'avais le choix, il y aurait une tendance générale à s'éloigner de la version comique que nous voyons partout, pour dire « Attends une seconde ». On parle de personnes ici. Je pensais que tu parlais d'un monstre effrayant de Boggy Creek. Je pensais que tu parlais d'un grand singe intelligent. Non, on parle d'espèces domininées. Pas Homo sapiens, mais vraiment très proche. En fait, quand on y pense, je ne veux pas m'engager dans le terrier du lapin de l'ADN et tout ça, mais quand on regarde la possibilité de partage d'ADN par copulation, c'est clairement une possibilité. Mais j'en dis déjà trop. Oui, ça a du sens. On s'intéresse aux peuples sauvages de la forêt. Toutes les cultures indigènes en parlent, je lisais justement un texte de 1855, c'est ce qu'ils disent. Les gens sauvages et poilus qui vivent dans la forêt. Ils nous ont tués, nous les avons tués, ils nous ont enlevés, nous les avons enlevés, nous avons échangé avec eux, nous avons été en guerre contre eux. Ça ne ressemble pas à des gorilles pour moi. Vous voyez? Qu'en penses-tu, Robert? Eh bien, pour ajouter à cela, tu as tout à fait raison. Le terme employé historiquement dans des dizaines et des dizaines de tribus nord-américaines se traduirait en anglais par « homme sauvage » ou « homme velu ». Il comprenait quelque chose que nous avons perdu de vue à cause de la connotation ridicule associée au terme Bigfoot. Et ce qu'il comprenait, c'est qu'il s'agissait d'une sorte de peuple. Encore une fois, la notion de personne, distincte de celle de l'Homo sapiens, désigne un être doté d'une volonté propre, capable de raisonner, et qui agit selon une véritable intelligence plutôt que par instinct animal. Mais cela va au-delà des peuples autochtones de notre continent. Si vous examinez les récits anciens, les documents, les archives et les croyances historiques provenant essentiellement de tous les continents du monde, vous trouvez des conceptions similaires. Les autochtones des îles Salomon, par exemple, parlent de 3 types différents de géants couverts de poils, de tailles variées, de personnalités différentes, de significations spirituelles différentes. Et pourtant, le fil conducteur à travers tout cela, c'est qu'il s'agit d'un autre groupe de personnes vivant dans les montagnes, dans les forêts. Mieux vaut généralement éviter de se mêler à eux. Il vaut mieux éviter certains endroits la nuit en tant qu'être humain. Il n'est pas bon de faire certains bruits dans certaines zones parce que ces autres personnes là-haut ont certaines règles et nous coexistons avec eux. Sur cette entente fragile qui existe partout dans le monde, je pense que vous savez, et c'est quelque chose qui, selon moi, est relativement très mal compris ou inconnu. Nous en parlions plus tôt. En Amérique du Nord, nous pensons toujours être en quelque sorte le centre de l'univers, le centre de tout. Et on pense à tout ce qui concerne le Sasquatch en Amérique du Nord. Et pourtant, le grand public n'est pas conscient que cela pâlit en comparaison avec la quantité d'interactions, de témoignages et ainsi de suite qui existent ailleurs. Dans les montagnes du Caucase en Russie sibérienne, au Tibet, en Asie du Sud-Est. Là-bas, comme tu dis, c'est juste, oui, on sait qu'ils sont là-haut. On n'y va tout simplement pas. On les évite. Et ici, on a, tu sais, peut-être 500 rencontres par an dont on entend parler.
mais ce n'est rien comparé au reste du monde. En fait, il se passe bien plus de choses dans le reste du monde. Eh bien, le reste du monde, mais aussi le reste de l'histoire. Tu sais, avant l'ère moderne, une énorme idée fausse s'est mêlée à tout ça. La façon dont la société dominante considère le phénomène Bigfoot avec légèreté, c'est cette idée que c'est un phénomène moderne. Que, disons, à partir de 1950 environ, quelques bûcherons en quête de divertissement ont inventé le terme et le concept. Et c'est tout simplement de l'ignorance pure, car nous avons des millénaires d'histoire provenant de tous les coins du monde. Encore une fois, décrivant la même chose. Une cohérence entre les récits et les groupes de personnes pendant des milliers d'années sans aucun contact entre eux, sur chaque continent habitable de la planète. Habité, pas l'Antarctique, évidemment. Exactement. Donc, ce qu'il faut savoir à propos de la fiction, c'est que lorsque vous avez des créateurs indépendants d'un phénomène fictif, il n'y aura aucune cohérence. Parce que mon imagination, celle de Stacy et celle de Les sont différentes. C'est pour la même raison que vous ne pouvez pas vous attendre à ce que quelqu'un fasse les mêmes rêves que vous la nuit. Mais quand il y a un même fil conducteur parmi ces groupes de personnes non contactées, séparées par des océans et des milliers de kilomètres, c'est trop étrange pour être une coïncidence. Encore une fois, ils les décrivent tous comme des personnes. Ce soir-là, nous avons fait un autre feu de camp, et nous ne le savions pas, mais nous allions tous entendre quelque chose de très étrange venant des arbres. Maintenant, du calme. Je sais que ce que vous venez d'entendre, c'était clairement des chouettes rayées, mais il y avait un autre son mêlé à celui des chouettes. Un son que, encore une fois, vous ne pouvez pas vraiment entendre sur cette vidéo, mais un son qui était très différent de celui des chouettes et qui nous a tous donné des frissons dans le dos. Non, celui-là n'était pas le même. Ce sont des imitations. C'était les chouettes, les chouettes, les chouettes, et puis il y a eu celui-là. C'est vraiment complètement différent. Je l'ai entendu. Ça sonnait bizarre. C'était comme un rire. Waouh. Amen. Je suppose, mais celui-là ne ressemblait pas du tout aux autres. J'ai entendu « je suis ». Ce n'était même pas similaire. C'est ce que je veux dire. Il y a une sorte de rire là-dedans? As-tu déjà entendu un hibou faire ça? Non. Je ne peux même pas te citer un oiseau nocturne qui fait ce bruit. Et je sais que ça donne l'impression qu'on exagère, tu vois. Mais mec, j'ai écouté ces hiboux chaque année depuis que je suis ici. Est-ce que tu as le même type de hibou ici, comme la chouette rayée? Ouais, jamais. J'ai déjà entendu plus de hiboux chanter ensemble, notamment près de la rivière. Mais je n'ai jamais entendu quelque chose rire comme ça. C'est pour ça que je n'y ai pas trop pensé, parce que c'est ce qu'ils font ici, je suppose. Non, ils ne le font pas. Plus tard, les a fait des recherches et a pensé que c'était peut-être finalement un autre cri de hibou. Un cri de hibou très différent et étrange. Mais pour ma part, je n'en suis pas sûr. Super journée, super soirée. Il est temps de s'installer près du feu. Dans ce sac de couchage emprunté à l'Est, mon matelas de sol, ça va être bien confortable. De l'autre côté du feu, il y a Logan. Abonnez-vous à Bigfoot Live Streamer. À mon réveil, raide et courbaturé après avoir dormi par terre pour la première fois depuis longtemps, je ne m'en suis pas rendu compte. Mais j'allais bientôt ressentir un profond regret à cause de ce que Les et Stacy avaient vu la nuit précédente. Alors qu'au lieu d'aller se coucher, comme Logan et moi, ils sont allés se promener au bord du lac pendant la nuit. Ce qu'ils ont vu était trop faible pour être capturé par leur téléphone, mais ils restent tous deux convaincus de sa réalité. Tu m'as accompagné à un endroit dans les bois la nuit dernière. Tu veux en parler ou le garder pour ton film?
Tu parles du moment où t'as pris ma main parce que t'avais peur. Je suis content d'en parler. Oui, les lumières qu'on a vues en étant assis sur ce banc. Oui, la musique que tu jouais, encore une fois, je ne veux pas te spoiler, mais la musique que tu as jouée, pour ainsi dire, était puissante. Je l'écoutais résonner dans les arbres et je me disais, s'il y a quelqu'un ici, impossible qu'il n'entende pas, impossible que ça ne les touche pas. On continue de marcher. Je t'emmène à un de mes points de vue. Il fait nuit noire, tu te souviens? Je t'ai demandé si tu voyais le lac, et au début, je ne pouvais pas. Je ne voyais rien au début, c'est ça. C'est juste noir, tu vois. Mais quand t'as dit « As-tu vu ces lumières? As-tu vu cette lumière? » Tu sais, je suis tout de suite retourné à mon expérience avec Devon Mason et j'ai pensé aux orbes. Je me suis dit « Est-ce que tu vois un orbe? » Je ne te l'ai pas dit, mais je le pensais, tu vois. Et puis t'en as vu un autre. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais ensuite, oui, j'en ai vu un. Maintenant, quand je dis que j'en ai vu un, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je le regardais? Non. C'était comme du coin de l'œil. C'est comme... ça, tu sais, et puis... ouais, c'était ça. Il y en avait une qui s'allumait et s'éteignait. D'accord. Alors, des lucioles. Tout le monde qui regarde ça en ce moment et nous écoute parler se dit « Des lucioles, les gars. Genre, vous savez quelque chose? » Tout d'abord, ce n'est pas la bonne période de l'année. Elles ne sont pas encore sorties. Ensuite, les lucioles ont une pulsation particulière. Elles émettent certaines couleurs spécifiques. Elles sont bien plus grosses. Je ne sais pas ce que c'était, mais ce que j'ai vu, c'était de minuscules points lumineux, de petites lumières scintillantes comme des têtes d'épingles. Ce ne sont pas des lucioles, n'est-ce pas? Et j'en ai vu 3, 2 un peu derrière ta tête, et une, celle à ma gauche, était brillante. Comme, tu sais. Donc, si c'était juste toi qui les as vus, tu te demandes, est-ce qu'il était essoufflé? Vous avez grimpé une colline? C'était une petite vision scintillante car il reprenait son souffle, mais ce n'était pas que toi. Je l'ai vu aussi. Et nous avons tous les deux commenté, et il y avait la chouette qui est passée juste derrière nous là. C'était vraiment proche. Et as-tu remarqué ça? On n'en a pas parlé. As-tu remarqué que nous avons entendu les chouettes appeler à divers moments et lieux cette nuit? Celle-ci était juste derrière nous et n'a pas fait le cri classique. Oh! Elle n'a pas fait ça. Elle a juste fait « Ouh !» Ouais. C'était différent de tous les autres. Et c'était juste derrière nous. Et puis, il y a eu les lumières. Eh bien, l'autre chose, c'est qu'on a vu des lumières de différentes couleurs. Quand tu as dit aujourd'hui que tu les avais vues blanches, j'étais surpris, parce qu'on n'en avait pas parlé. Non. Tu sais, tu les as vues, toi? Ouais, je les ai vues vertes. Maintenant, je suis daltonien. Elles pouvaient être rouges, d'accord. Mais je les ai perçues comme vertes. Tu les as perçues comme blanches, oui. Qu'est-ce que c'est? Tu vois ce que je veux dire? Genre, je ne comprends pas. Et j'ai dit à un de mes potes, Ryan, ces choses semblent exister ici, dans notre vision périphérique. Et très rarement, tu as la chance de le regarder en face, mais c'est toujours là. Tu sais, la lumière. Et la nuit dernière, c'était la même chose. J'étais, tu sais, et puis j'étais juste comme, on parlait et on discutait de musique et tout ça. J'ai arrêté d'en parler, ouais. Genre, j'ai arrêté de dire, hey, t'as vu celui-là? T'as vu celui-là? C'est un peu juste, continuons simplement. Mais c'était un endroit spécial. Et donc... On fait quoi avec ça? Celui qui écoute, il en fait quoi? Tu le prends comme c'est. Comme je l'ai dit, on n'était ni défoncé, ni sous, ni essoufflé après avoir grimpé une colline. On était juste assis calmement. On n'invoquait rien d'autre que les rituels cérémoniels que tu avais faits avant. Nous avons tous les deux vu de petites lumières tournoyer autour de nous, là où il ne devrait pas y avoir de lucioles, ni à cette période de l'année. Et cela ne ressemblait pas à des lucioles. La température, je ne sais pas. Ce n'était absolument pas des lucioles. Oui, c'est ici au Canada, c'est quelque chose qui arrive en juin. C'est ça. Donc, celui que j'ai vu à ma gauche n'était pas vraiment dans ma périphérie. C'était un peu plus, tu sais, je dirais, quelle heure ça ferait? Tu sais, 10h30? C'était un peu plus 10h30 que 9h, tu vois? C'est ça. Et celui-là était fort. C'était assez lumineux pour que je ne puisse pas me tromper. Impossible de le confondre avec autre chose. Tu sais, les deux autres, c'est genre, je ne sais pas. Et puis, il n'y avait pas de pouvoir de suggestion parce que j'en avais déjà vu un pendant que tu parlais d'en voir un. Ouais, donc je ne sais pas, mec. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. Je crois que c'était ce qui était prévu.
Tu m'as aussi demandé pourquoi j'avais choisi cet endroit et comment j'avais trouvé cet arbre hors du sentier. Tu comprends? Là où j'ai fait mon truc, je marchais sur le sentier et c'était comme « va là-bas, tourne ici ». Donc ça, c'est ton instinct. Oui, c'est être guidé. Et même s'il ne se passe rien, ce n'est pas grave parce que c'est toi qui suis ton instinct. Oui. Tu sais, et je crois que très rarement les choses peuvent mal tourner quand tu suis ton instinct. Je suis ici au bord du rivage, après avoir passé la nuit dehors, par terre, près de la cabane de Les sur le lac Rabbit. C'était une soirée et une expérience merveilleuse. Nous n'avons pas eu d'activité significative. Il y avait un groupe de oiseaux qui, à un moment donné, appelaient ensemble en groupe. Et puis, à un moment donné, alors que nous étions tous assis autour du feu de camp, il y a eu une autre vocalisation qui était étrange, plus comme un rire. Nous pensons que cela pouvait être une chouette poussant un autre type de cri, mais c'était étrange, c'était une possibilité. Et puis, nous avons eu ces faibles vocalisations la nuit précédente à l'autre site, mais il n'y a pas eu beaucoup d'activité. Mais ce qui a été incroyable, c'est cette expérience de rapprochement entre nous tous, les hommes ici, unis dans la quête de vérité et de compréhension à propos de ces êtres extraordinaires. Un lien qui nous unit, et honnêtement, des frères pour la vie. La beauté et l'harmonie de tout ça. Mon ami Stacy m'a dit plus tôt ce matin que c'était le vrai cadeau des Sasquatch lors de ce voyage, et je suis entièrement d'accord avec lui. À ce moment-là, nous étions en train de faire nos bagages, prêts à quitter la cabane. L'expédition touchait à sa fin. Mais je vous ai promis d'autres histoires intrigantes de Sasquatch racontées par Wes. Les voici donc. Une autre fois, plus tard. Quelque chose près de ma tente. Alors j'ai quelque chose dehors, près de la tente. Ça vient de me réveiller. Il faisait sombre, j'étais avec ma femme et nous avons entendu ce bruit. J'ai alors agi comme un guide typique. Il n'y avait qu'elle et moi, isolés, loin au nord du Canada. Et j'ai dit « Hé, ours, ours !» Est-ce que j'ai vraiment dit ça? Non, tu sais quoi? Laisse-moi revenir en arrière. Je pense qu'en fait, ce que j'ai vraiment dit à ce moment-là, c'était simplement « Nous sommes ici. » Comme ça, non? Et en tant que guide, tu dis toujours « Hé, ours! Hé, ours !» Mais je crois que je l'ai dit. Et puis ça s'est arrêté. Et puis je l'ai juste entendu. Donc c'est un... Et puis juste... Et il s'est retourné. Et il est parti. Et j'ai dit à ma femme à l'époque, c'était il y a des années, en 1990. Et j'ai dit, je crois que c'était un Bigfoot. Sans rien savoir, c'est comme un enfant lisant Les chariots des dieux, entendant parler de Harry et les Henderson, l'homme qui valait 3 milliards. Je crois que c'était un Bigfoot. Et même ma femme, à l'époque, a dit « Je sais, nous étions très expérimentés en histoire naturelle. Ce n'était pas un orignal. Ce n'était pas un ours marchant dans ses propres traces. Ce n'était pas ça. C'était des pas lourds, bipèdes. Ça s'est approché à environ 10 ou 12 mètres, peut-être 12 mètres de la tente. À ce jour, je regrette profondément de ne pas avoir ouvert la tente. Mais quand ça s'est approché, je suis resté figé. On le sentait dans le sol. Je me suis dit « Merde !» J'étais à moitié dans mon sac de couchage et j'ai pensé « Il faut faire beaucoup de bruit juste en allant jusqu'à la fermeture éclair. Quoi que ce soit, ça va partir. » Je ne sais pas. Ta logique, qui sait? En pleine nuit, bipède, tu vois, ça pourrait être un vaurien quelconque, un détenu qui se cache. Ils existent ici. Il y a des détenus dans les bois qui survivent ici, en détroussant les randonneurs et en cambriolant les cabanes. C'est une pensée effrayante. Vraiment effrayante. Sur ce point, laisse-moi te demander, tu as décrit une vibration qui remontait du sol d'une manière que tu pouvais ressentir à travers le plancher de ta tente. Crois-tu qu'un humain, même un sumotori, aurait la masse pour provoquer ça? Pas du tout. Mais cela n'a aucune importance pour toi. Peu importe la logique que tu laisses passer à travers le tamis qui est ton cerveau, ça n'a pas d'importance parce que tes émotions veulent l'expliquer. Tu sais, et tu crains l'idée qu'il pourrait y avoir un ex-détenu ici, tu vois. Et mon Dieu, on se retrouve justement dans sa petite vallée où il se cache depuis 15 ans. C'est quelque chose de connu. Disons-le comme ça. Première idée, c'est un Bigfoot. Très peu de gens pensent à ça immédiatement. Tu commences de quoi à trouver d'autres explications à tout. Donc maintenant, faisons un bond jusqu'en Alaska. Je suis maintenant Survivorman, la version ultime de Survivorman. J'assure partout dans le monde. Le genre a maintenant été lancé et défini. Et je suis en Alaska.
Et je ne suis pas là pour le Bigfoot. Ce n'était encore qu'un passe-temps, du genre, ce serait tellement cool s'ils existaient, ce serait vraiment génial. Si un grand singe intelligent et poilu existait, non, ce serait pas génial. Et c'est là que ton esprit s'égare. Tu ne penses pas à une autre espèce du genre Homo. Tu ne penses pas à d'autres hominidés, à des types humains bipèdes. Tu ne penses pas à ça. Tu penses à la légende de Boggy Creek. Ton cerveau ne va pas plus loin, sauf si tu t'y intéressais vraiment à l'époque. Je suis en Alaska, en mode Survivorman. Tu le vois dans les scènes, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Tu me vois en train de filmer ma scène où je fabrique un lit d'herbe et je m'arrête sans cesse pour regarder au loin. Je reprenais entendant seulement des craquements. Ce à quoi je pense, c'est « Est-ce qu'il y a un grizzly ? Mec !» Et puis je me dis « Ok, le kayak est là-bas. Le grizzly est là-bas. Est-ce que, si je dois courir, est-ce que je peux… » Tu sais, tu commences, je réfléchis comme un gars des bois. Je pense à la sécurité, au côté pratique, à ce qu'il faut faire concrètement si un grizzly est là et s'intéresse à moi. Mais je me dis aussi, les grizzlies ne font pas craquer les broussailles comme ça. Tu peux te retrouver nez à nez avec un ours noir ou un grizzly. Et garde à l'esprit, je ne supporte pas que les gens aient peur de la faune. Et tu sais, les ours sont des tueurs. Et tu sais, si tu suis la voix de Joe Rogan, tout veut te manger. Moi, pas du tout. Je sais comment me débrouiller ici sans armes. Peut-être juste avec un spray au poivre en zone de grizzly. Mais ils rôdent et peuvent surgir en quelques secondes, sans que tu t'en rendes compte. Un grizzly ne fera jamais crac, crac, crac. Cela n'arrivera pas. Un grizzly ne le fera pas. Peut-être un orignal. Un orignal pourrait faire ça. Un orignal peut marcher et faire craquer. Donc les orignaux ont une façon intéressante. C'est un paradoxe, une manière paradoxale de se déplacer dans la forêt. Ils peuvent traverser la forêt, sans que vous ne le sachiez. Ils flottent presque, 500, 600 kilos qui passent dans la forêt. Et on ne s'en rend même pas compte. Ou alors, ils passent comme Dumbo l'éléphant, cassant toutes les branches sans se soucier du bruit. Je les ai vus agir ainsi, sans savoir que j'étais là, maladroit et bruyant. Je veux dire, les orignaux peuvent mourir en traversant la glace sur une rivière, parce qu'ils sont maladroits. Les gens attribuent trop de beauté, de perfection et de discrétion à la faune. Les animaux sauvages font aussi des choses stupides. Ils tombent, les écureuils tombent des arbres. Non, les orignaux meurent après avoir traversé la mauvaise rivière. Donc ça pourrait être un orignal. D'accord, ça va. Ensuite, ce qui s'est passé, et j'ai déjà raconté cette histoire, c'est probablement ce qui a tout changé. J'entends quelque chose, disons, à environ 10, 15 mètres de haut dans l'arbre. J'entends ce grand gorille. Oh, 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 oh. Mais je viens juste de faire ça, non? Tu dois imaginer une sorte de caisse de résonance pleine d'air, avec une puissance vocale, tu sais, 10 fois plus fort que ça. N'est-ce pas? Toute la zone résonnait de ce son, mais si ça ne s'était produit qu'une seule fois, passe encore. Alors maintenant, je me fige. Cette fois, j'avais déjà rangé les caméras après ma scène en mode survivant. Maintenant, je me fige. Eh bien, ça ne le refait pas 5 fois. 5 fois d'affilée. Ça l'a fait, ça s'arrête pendant environ 10 ou 15 secondes, puis ça recommence. Et je me dis, et maintenant je pense, la caméra est derrière moi à environ 10 mètres. Si je pouvais simplement enregistrer et avoir au moins le son, c'est exactement ce que je pense. Si je pouvais juste avoir le son, et une partie de moi se dit, comme ça je pourrais faire des recherches plus tard et déterminer, tu sais, si c'était un grizzly ou pas. Tu vois, une partie de moi pense à ça. Je vais prendre la caméra, et à la minute où je bouge, à la seconde où je bouge, j'entends comme un bruit sourd sur le sol, puis comme un train qui traverse la forêt, qui casse et craque, qui s'éloigne de moi. Maintenant, si je regarde la carte, et tu peux regarder ça, regarde le bras de Toroka à l'extérieur, au sud de Homer. Homer, Alaska, à Toroka, va tout au bout, sur la rive sud, là où une rivière se jette. C'est là que j'étais. Et si tu regardes bien, je ne me rendais pas compte d'où j'étais. Il y avait presque comme une sorte de péninsule. Donc il serait retourné ou reparti vers la forêt principale en s'enfuyant bruyamment. Bon, ce n'est pas grave. Voilà ce qui s'est passé. Et puis après ça, honnêtement, Robert, on en arrive à moi en train de filmer Survivorman Bigfoot. Et nous n'avons pas le temps pour que je raconte toutes ces histoires, mais j'aimerais résumer ça de cette façon. J'ai commencé par chercher un grand et intelligent singe des bois nord-américains,
Puis j'ai entendu parler de choses comme les voyages dimensionnels et les extraterrestres. Vous savez, et puis j'ai réalisé, waouh, ma tête tournait comme ça, vous voyez, waouh. Je pensais juste m'intéresser à ce phénomène fascinant. Emmenez-moi dans la nature sauvage. Je pensais trouver des singes intelligents là-bas. Maintenant, je regarde tout cela et, dans cet épisode au Texas, je suis assis près d'un arbre comme celui-ci. Je m'assois contre l'arbre et dis, ici, vous avez... Je passe de cette échelle à l'autre et tout ce qui est entre. Et j'ai décidé là, sur le moment, que je n'allais être le porte-parole d'aucun d'entre vous. Eh bien voilà les gars, mon expédition Bigfoot avec Survivorman, les Stroud et les autres messieurs de notre groupe. Est-ce que quelque chose de bouleversant s'est produit en termes de preuves? Non. Mais comme l'a dit Stacy Brown, le vrai cadeau de cette expédition, c'était notre connexion, notre fraternité les uns avec les autres dans notre objectif commun de chercher à comprendre et à établir un lien avec ces êtres. Et ça, c'est quelque chose que je porterai avec moi pour le reste de ma vie. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un j'aime, de la partager avec votre famille et vos amis et de vous abonner à Cabane dans les bois, puis d'activer la cloche de notification. Si vous voulez me soutenir davantage, je laisserai un lien vers ma page Patreon dans la description ci-dessous. Vous pourrez y obtenir du contenu exclusif de ma part et une connexion privilégiée avec moi. Allez voir la chaîne de les Stroud ici sur YouTube, ainsi que le Bigfoot Underground, qui est la chaîne de Stacy Brown. Et regardez le livestream Bigfoot sur l'App Store. Et n'oubliez pas de protéger vos informations personnelles en utilisant Incogni. 60% de réduction sur l'abonnement annuel sur incogni.com/ ou incogni.com.cabin. Merci de regarder. J'apprécie vraiment que chacun d'entre vous soit là, mette un j'aime, partage et commente, et j'ai hâte de vous retrouver tous dans le prochain épisode ici à la cabane dans les bois.